Bonjour, nous sommes le 15 septembre 2025, lundi 15 septembre 2025. La météo a été houleuse en week-end avec d'innombrables pluies, notamment samedi ou vendredi. Nous avons eu beaucoup de pluie, plus des orages. Bon, je crois que c'était samedi, des orages. Euh, on va dire que hier, il a fait encore, il est encore tombé des pluies. Il faisait fort humide en cours de journée. Aujourd'hui, bon, l'humidité est toujours présente, mais le ciel s'est éclairci. Mais parfois, on a des retours de manivelle, c'est-à-dire dans le sens où des nuages denses réapparaissent, alors que bon, il y avait des éclaircies plutôt en matinée. Voilà, ça c'est pour le début de la soirée, fin de la journée de ce lundi 19 septembre, sachant que la semaine prochaine, ben, on va arriver au 21-22, bon, qui est la zone d'automne. Voilà, l'équinoxe d'automne. Donc on s'approche, voilà, on est à une semaine près, pour ainsi dire, de l'entrée de l'automne. Donc c'est tout à fait normal ben, qu'on ait voilà, un changement de météo à tout va, avec de fortes pluies, des vents, et voilà, plus d'humidité. Et quand je dis du vent frais. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un bouleversement voilà, de la météo estivale en météo et qui montre clairement sa voie qui est celle de l'automne. D'autant plus que cette année-ci, c'était un petit peu brusque et on va dire précoce, c'est la chute des feuilles, puisqu'il y a eu des vents début septembre, des vents qui ont fait tomber d'innombrables feuilles et on retrouve déjà on retrouvait déjà au début septembre des feuilles mortes en quantité sur le chemin. Et maintenant, bah, on voit les feuilles mortes en quantité. euh, alors, qui est quelque chose qui est très étrange parce que d'habitude les feuilles mortes, avec cette quantité-là, c'est pas en début septembre qu'on a ça, mais bon, c'est plus tard, je veux dire en automne. C'est plus tard en automne. Mais ici, c'est vrai que ça a été précoce. La chute des feuilles, c'est dû à des fortes des vents violents qui sont apparus, je veux dire, début septembre, et qui ont fait tomber voilà, des branches d'arbres, des feuilles, voilà, qui ne tenaient pas fortement sur les arbres. Et ça a amoncelé, on va dire, un- contre nature, je veux dire, une quantité de feuilles au sol. Alors, ceci étant dit, la vidéo ici va s'agir de, de parler d'un petit peu, voilà, ce que j'appellerais sont des facteurs influençant, influençant, on va dire, ce qu'on appelle les prix de revient. Alors, prix de revient, c'est PR, prix de revient. Bon, voilà. Quand vous voyez PR en économie, en PR, c'est le prix de revient. Voilà. Donc, les facteurs influençant le prix de revient. Il s'agit, bien sûr, de gérer tout ça. La gestion, une bonne gestion fait que bon, on aura des économies au sein de l'entreprise, au sein d'un atelier, au sein voilà, de ce que vous voulez. Donc bien gérer euh, au sein de l'usine, au sein de l'usine, d'un atelier, voilà, d'une zone de stockage, etc. Voilà, le prix de revient est très important en économie, notamment si on le gère bien, ben on réduit beaucoup de choses. Alors, qui dit bonne gestion dit bonne économie. Voilà. Le but de la manœuvre en économie, c'est justement qu'on ait une bonne gestion. C'est-à-dire minimiser les coûts et maximiser les profits. Et donc, ici, euh, quels sont les facteurs qui influencent les prix de revient? Donc, je placerai cette vidéo-ci dans la rubrique économie. Voilà, économie, normalement, je devrais mettre ça dans un cours de gestion. C'est de la gestion, hein. Savoir gérer le prix de revient, c'est de la gestion. Voilà, quand on est dans un magasin ou dans un stock ou dans un atelier, on essaie de s'organiser pour que la gestion soit la plus, on va dire, optimale possible.
Eh bien, ici, je pourrais mettre ça dans un cours d'économie parce que, voilà, savoir gérer concourt à faire en sorte que on a une économie qui est plus optimisée. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer donc les prix de revient? Bon, ce qui pourrait intervenir en premier, ben, c'est euh, un coût. Le coût, on va dire, des matières premières. Voilà, le coût des matières premières. Alors, maintenant, le coût, c'est très important. Voilà. Si quelqu'un travaille, il a des revenus. Bon, maintenant, il fera attention à son portefeuille. Donc, c'est tout. Il voudra, s'il veut faire une intervention économique, c'est-à-dire un achat ou une vente, ben, on va plutôt parler d'achat. Ben, s'il veut acheter, ben, voilà, il veut faire un travail, il doit acheter de la marchandise, ben, il doit faire attention à sa poche, parce que par rapport à ce qu'il gagne. Il ne va pas dépenser tout azimut. Par exemple, vous allez chercher ne fût-ce qu'à boire dans un magasin. Si vous payez deux boissons 7 euros, là où vous pouvez l'avoir 2 euros, ces deux boissons-là, il est préférable d'aller, je veux dire, dans un magasin qui coûte 2 euros. Pour autant que, je veux dire, il soit ouvert à proximité. Parce que c'est pour faire 50 km, c'est pas la peine voilà, de payer 2 euros pour faire 50 km. Maintenant, c'est pas la peine de payer 2 euros, je veux dire, si le magasin il est fermé. Donc vous serez obligé d'aller dans un magasin ouvert de nuit. Et là, bon, peut-être qu'il va vous facturer, dire, les boissons 7 euros. Donc 7 euros, si vous travaillez de l'heure, par exemple 15 euros de l'heure, voilà, si vous travaillez à 15 euros de l'heure, les 7 euros de boisson pour deux boissons, ben, ça signifie que vous avez passé une heure de travail pour payer les deux boissons. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder à votre poche par rapport à ce que vous gagnez. Donc le coût le coût d'achat, ça concourt à faire en sorte que vous, à une gestion, vous devez regarder ce qui coûte, voilà, le moins cher. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des recherches. Acheter, ça veut dire c'est rechercher ou connaître le magasin qui coûte moins cher. Voilà, ou aller dans un magasin qui coûte moins cher, pour autant qu'il ne soit pas, je veux dire, trop éloigné. Si le cas de figure, le cas échéant, le magasin est trop éloigné, qu'est-ce qu'on fait? Ben, euh, on va chercher en quantité. Donc là, on peut faire 50, 60, voire 100 km, pour autant qu'on va chercher de la quantité. Si on va chercher une quantité, bon, c'est pas un problème. Alors, le coût parlons des coûts des matières premières. Alors, le coût des matières premières, on va dire, euh, dans la fabrication, alors ça peut intervenir dans une gestion de production aussi, voilà. Pour chaque produit fabriqué, ben, il y a lieu de déduire les retours en magasin et les déchets, on va dire, récupérables. Bon, il y a aussi des choses qu'on peut revendre, hein. Il y a aussi des choses qu'on peut, il y a des choses qu'on peut revendre. Voilà, donc le coût des matières premières est très important. Très important, savoir acheter, on va dire, au bon prix, avec de la qualité. Alors, le coût de matière première, il faut savoir acheter au bon prix, avec la qualité. Bien sûr, il faut faire attention aussi au délai de livraison. Mais, comme je vous ai dit là-dessus, eh bien, euh, le coût des matières premières doit se faire à l'unité, hein. C'est des coûts, on va dire, unitaires. C'est-à-dire qu'il faut avoir une base. La base, c'est pour chaque produit fabriqué qu'on considère voilà, le coût de la matière première. Donc, il faut acheter au bon prix,
avec de la qualité la matière première. Alors, quand je dis matière première, c'est tout et n'importe quoi, hein. Bon, il y a le domaine d'utilisation. Bon, vous pouvez considérer que la matière première, ça peut être du sable, ça peut être voilà, des ressources naturelles, de l'aluminium, du fer, etc. Mais ça peut être aussi du coton, du tissu. Euh, voilà, la matière première, ça peut être du sucre, ça peut être. C'est tout ce qui va concourir à fabriquer un produit en faisant des mélanges voilà, de matières premières. On peut avoir des mélanges de matières premières. Voilà. Maintenant, la matière première, si c'est des vêtements, ben, on aura du tissu. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, si vous faites voilà, de l'achat de matières premières, si c'est du tissu, ben, vous allez regarder le prix du tissu, voilà, et regarder la qualité du tissu. Bien sûr, avec un délai de livraison. Alors, on va vous dire, par exemple, le coût unitaire, combien ça coûte au mètre, le tissu. Voilà. Si c'est si c'est des ressources naturelles, le coût au kilo. Voilà. Donc, vous avez là une bonne donne qui est une bonne donne économique pour pouvoir gérer efficacement voilà, vos coûts en termes de matières premières. Et comme je vous l'ai dit, ben, bien sûr, euh, il faut déduire les retours. Les retours. Si vous avez un magasin, qu'il y a des retours en magasin, il faut les déduire parce que c'est retourné chez le fournisseur, hein. Donc si le produit ne convainc pas, voire si le produit ne tourne pas dans le stock, voilà, et qu'on n'en a plus besoin, mais ça il faut le dire tout de suite, hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un produit qui reste 4 ans dans le stock et puis après le renvoyer chez le fournisseur. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, bon, ça peut arriver. Voilà, et vous voyez qu'il y a un produit qui reste là depuis 4 ans, et si maintenant vous le renvoyez chez le fournisseur qui l'accepte, euh, tant mieux. Ça peut arriver, il peut vous le reprendre, et peut-être que quelqu'un d'autre a besoin. Mais généralement, bon, je veux dire, les retours se font, je veux dire, avec un délai, hein. Bon, ils vont vous donner peut-être une semaine pour pouvoir retourner voilà, la marchandise, le produit, voire la matière première. Mais si vous n'êtes pas content, mais maintenant, il ne faut pas la renvoyer dans 4 ans. Ça peut se faire, hein, attention. J'ai déjà eu un cas comme ça où voilà, la marchandise a été renvoyée au bout de, je sais pas, plusieurs années, hein. Voilà. Ça a été accepté. Du moment que c'est accepté, c'est le principal chez le fournisseur. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit aussi, il y a euh, les déchets récupérables euh, et aussi, on peut avoir des déchets qui sont revendus, hein. Voilà. Il y a des déchets qu'on récupère, qu'on peut faire des choses avec. Voilà. Mais il y a aussi des déchets voilà, qui sont revendus. Et tout ça concourt à une bonne gestion voilà, de la matière première. Et donc, les coûts, bien sûr, ce qu'on fait avec les coûts, c'est les minimiser. Donc, dans le cas des matières premières, le coût, il faut minimiser les coûts des matières premières. Donc, une bonne gestion, c'est bon. Et le tout, c'est une optimisation qui doit être faite de la meilleure des manières possibles. Donc, les coûts ici, des matières premières, il faut essayer de les minimiser. Maintenant, vous n'avez pas trop le choix quand vous avez des fournisseurs. Par exemple, vous avez 5 fournisseurs ou 10 fournisseurs, vous choisissez celui qui va donner un bon prix avec la qualité, avec des délais de livraison, voilà, et un coût unitaire le plus faible. Maintenant, vous pouvez avoir aussi des réductions de prix, hein. Alors, si vous achetez en quantité, voilà. Donc, le tout, c'est de faire un bon choix chez le meilleur des fournisseurs du moment. Parce qu'un fournisseur peut être bon à un moment donné, puis ça change. C'est changeant. À un moment donné, il est bon, et puis après, bon, il commence à ne plus bien travailler avec vous parce qu'il commence à flancher. Alors, vous choisissez à ce moment-là un autre fournisseur qui pourrait prendre, voilà, soit il se rattrape au niveau de ses erreurs, le fournisseur que vous avez habituel, ou soit vous changez de fournisseur. Voilà. Alors, ne pas confondre matière première et fournitures. Donc, dans les coûts, on peut avoir des coûts, les coûts de fourniture.
Et ouais, c'est aussi à payer. Le problème, il est là. C'est que bon, on paye la matière première, mais on paye aussi des fournitures. Donc tout ça, il faut les mettre dans des rubriques. Bah, vous créez une base de données. Voilà, une base de données. Voilà, une table qui va concerner toutes les matières. Parfois, une seule matière première suffit, hein. Voilà. Mais à d'autres moments, il y a beaucoup de matières premières qui rentrent en jeu parce que il y aura des mélanges qui vont se faire. Et donc là, à ce moment, il faut une table, des tables de base de données avec toutes les matières premières utilisées. Ensuite, vous pouvez faire aussi une table qui va concerner toutes les fournitures utilisées dans l'entreprise, avec leur coût, je veux dire leur coût unitaire, et voilà, leur coût totalisé. Alors, le coût, on va dire, des fournitures. Alors, ici, vous pouvez aussi mettre en séparation des fournitures le coût des services. Un service extérieur ou service interne, peu importe. Voilà, coût des services. Bon, ici, je vais plutôt mettre les extérieurs. Comme ça, je peux distinguer les services extérieurs, coût des services extérieurs, des coûts des services internes. Et tout ça, c'est des coûts. Il faut payer. Voilà, il faut payer. Il faut payer tout ça. Et donc, bien sûr, les coûts, comme j'ai dit, en économie, pour faire des économies, hein, ou pour économiser, je veux dire, ou pour payer le moins cher, c'est le portefeuille. Il faut regarder à son portefeuille. Ben, tout ce qui est coût, il faut minimiser. Minimiser, minimiser et minimiser. Donc, vous voyez que l'optimisation en économie est un élément essentiel. L'optimisation est un élément essentiel. Les coûts doivent être vus comme étant un optimum dans le sens minimum. Parce que l'optimisation peut être un maximum ou un minimum. Mais ici, l'optimisation, c'est un minimum. Alors, le coût, on va dire, des services extérieurs, ben, on va dire, ce sont des fournitures, on va dire, aux 6 pièces. Hein. On va dire, par exemple, ce sont toutes les pièces finies qui sont achetées à l'extérieur. Voilà, là on pourra dire que ce sont des fournitures. Ce sont des pièces finies à l'extérieur. Alors attention qu'il peut y avoir aussi des pièces spéciales fabriquées en extérieur. Il y a pièces qu'on peut avoir tout de suite avec des délais de livraison très rapides parce que les pièces sont, on va dire, fournies. Elles sont fabriquées de manière standardisée, mais parfois il y a des pièces spéciales. Les pièces spéciales, il faut les fabriquer, il faut un délai de livraison un peu plus élevé parce que il faut la construire, cette pièce. Si elle est spécifique, il faut la construire. Alors, il y a petites pièces spécifiques, il y a peut-être gros morceaux de pièces spécifiques. Donc, vous voyez que peut-être pour construire une petite pièce spécifique, il faut peut-être une semaine, 2 semaines, mais pour pouvoir envoyer un ensemble d'organes, voilà, de machines plus conséquents, ben, là c'est peut-être en mois. Hein. Donc c'est pour ça que je vous disais les délais de livraison, c'est fort important. Voilà, donc on est toujours avoir un œil sur les délais de livraison parce que, bon, si vous avez prévu 6 mois pour un service extérieur va vous fournir des organes de pièces de machine dans 6 mois et que vous avez contracté un accord avec votre client dans 8 mois, le temps que vous preniez voilà, les organes à remonter sur vos pièces d'usine, eh bien, vous avez 2 mois pour monter l'organe acheté sur voilà, un système que vous devez monter pour un client. Donc, vous n'avez que 2 mois pour monter et vous avez 6 mois d'attente d'un service extérieur qui va vous donner une partie des organes. Voilà, 6 mois, plus 2 mois, ça fait 8 mois. Si vous dépassez ça, c'est embêtant. Donc, il faut avoir un contrôle sur les délais de livraison. Parce que si vous avez prévu 6 mois de délai de livraison par rapport à voilà, un service extérieur, si il vous dit 6 mois et puis qu'il vous le fait dans 8 mois et que vous avez contracté chez votre client 8 mois, c'est embêtant. Là, vous devrez téléphoner chez votre client alors que votre client va commencer à crier dessus parce que vous criez dessus. Pourquoi? Parce que lui, il a prévu 8 mois et pas 10 mois.
Donc, vous voyez que les délais de livraison, c'est fort important. Hein. Les délais de livraison, c'est fort important. Il n'y a pas que le prix. Il y a la qualité, le prix, le délai de livraison. Voilà, il y a beaucoup de choses qui comptent. Beaucoup de choses qui comptent. Donc, ici, on va considérer comme fourniture toutes les pièces finies, achetées à l'extérieur. Par exemple, on va dire un roulement, voire des peintures, etc. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les services extérieurs, on peut avoir aussi, voilà, du nettoyage. Hein. Nettoyage, alors que nettoyage c'est fort important dans une usine. Service extérieur, on peut avoir, voilà, on peut faire appel à des services extérieurs pour faire du nettoyage au sein de l'usine. Ou appeler des électriciens pour refaire des lampes intérieures si on n'est pas de si la société n'a pas un service voilà, d'entretien, de dépannage en son sein, elle peut faire appel à ce qu'on appelle voilà, des services externes. Et les services externes, voilà, c'est de la sous-traitance. On fait de la sous-traitance. Alors la sous-traitance peut être un sous-traitance au niveau électrique, un sous-traitance au niveau nettoyage, une sous-traitance au niveau voilà, du système de climatisation, de la sous-traitance au niveau du système de chauffage, et ainsi de suite. On peut faire de la sous-traitance sur tout n'importe quoi. On peut faire de la sous-traitance au niveau de la comptabilité, et ainsi de suite. Donc les services extérieurs sont multiples et variés. Donc quand on n'a pas un service interne qui peut s'occuper voilà, de certaines tâches, on délègue ça à un service extérieur. Mais dans tous les cas de figure, on aura toujours un coût inhérent. Voilà, dès le moment où on fait un pas, on paye. C'est comme ça. Voilà, l'entreprise, il y a d'innombrables coûts. D'innombrables coûts. On fait appel à voilà, un camion, il faut payer le camion. Il faut payer le chauffeur, il faut payer voilà, le carburant du camion, et ainsi de suite. Il faut payer le chauffeur, le camion et son carburant. Donc vous voyez que il faut tout payer. Vous allez faire fonctionner une machine, la machine, il faudra de l'électricité, voilà, ou autre, hein, une autre source d'énergie. Il faudra toujours payer ces ressources en énergie. Donc il y a toujours un coût. Il y a toujours un coût. Coût d'entretien, coût de fonctionnement, un coût d'utilisation. Alors, on pourrait considérer aussi... Donc, le prix de revient va s'en ressentir si vous minimisez ces coûts, tous ces coûts-là. Alors, il n'y a pas que ça comme coût, bien sûr. On pourrait mettre aussi, voilà, les coûts de main-d'œuvre et de charges sociales. Alors, main-d'œuvre, c'est MO en économie. M.O, les coûts de main-d'œuvre et bien sûr les charges sociales. Donc, à payer, bien sûr, à l'État. Alors, beaucoup de gens minimisent ces coûts en ne payant pas les charges sociales, c'est-à-dire en faisant travailler des gens en noir. Bon, maintenant, le tout, c'est qu'ils ne se fassent pas attraper, parce que quand ils se font attraper, il y a de grosses amendes. Voilà, maintenant, c'est encore discutable, parce qu'il y a des gens qui vont faire travailler des gens en noir pendant des années. Oh, je veux dire, s'ils se font attraper une fois, c'est pas grave. Même s'ils payent 30-40 000 euros, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont profité du système pendant 20 ans. Donc, je dirais, quand ils se font avoir, c'est comme celui qui roule avec du rouge dans sa voiture, il va frauder. Et le jour où il se fait attraper, il a peut-être fraudé pendant 20 ans. Voilà, et donc il se fait attraper, il paye 3 000 euros, il accepte. Il paye 2 000 euros voilà, à l'État. Bon, il a payé sa dette. Voilà, il a fraudé pendant ce temps-là, il a profité pendant 30 ans. Mais bon, ça s'appelle la fraude. Hein. Bon, la fraude, il y a toutes sortes de fraudes qui existent. La fraude fiscale, la fraude voilà, au niveau du travail. Hein, parce que beaucoup de gens ne veulent pas payer les charges sociales, les cotisations. Voilà, ils ne veulent pas payer les cotisations NSS, ils ne veulent pas payer les impôts, ils ne veulent pas payer voilà, les assurances, etc. etc. Ils minimisent les coûts de cette manière-là, mais c'est ce qu'on appelle la fraude. Parce qu'on peut minimiser des coûts, mais je veux dire, tout en restant réglo par rapport au système voilà, de droit
du droit des sociétés. Hein. Voilà, parce que le droit des sociétés vous impose, là, quand vous engagez quelqu'un, de payer vos charges sociales. Donc, d'être je veux dire, en réglo par rapport. Mais c'est pas toujours le cas parce que, bon, certaines personnes évoquent toujours des difficultés, mais c'est pas toujours le cas. Beaucoup de gens savent payer voilà, les charges sociales, mais en fait, ils sont imbriqués dans un système où ils ont toujours travaillé en noir. Que, bon, je veux dire, ils continuent leur système parce que ça leur rapporte. On va dire ça comme ça. Et donc, les coûts de main-d'œuvre, ben, si vous mettez des gens. Bon, attention qu'il y a aussi les coûts machines, hein, parce qu'une machine, ça travaille aussi. Une machine, ça travaille. Bon, ça coûte aussi, faire travailler. Par exemple, faire un réglage machine, il faut. Voilà. La machine ne tourne pas, mais pendant ce temps-là, il faut la régler. Donc, c'est un coût. Voilà. Et elle va coûter, cette machine, quand elle va fonctionner. Voilà, il y aura les coûts d'entretien, les coûts de réparation, les coûts de. Et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de coûts qui vont intervenir sur les coûts machines. Pour autant que, bien sûr, il y ait des machines. Légèrement, dans les entreprises, on a besoin des machines. Alors, bien sûr, ces machines, si elles sont volées, ça constitue aussi un coût. Mais bon, si les comment on appelle ça, les assurances interviennent, tant mieux. Parce que si elles n'interviennent pas, c'est un petit peu embêtant. C'est sur voilà, la pomme soit de l'indépendant, soit la pomme de l'entreprise. Quand je dis c'est pour la pomme, c'est sous la responsabilité de l'entreprise qui paiera, voilà, ces outils. Alors, ça arrive souvent. Le coût au niveau des machines, bon, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent dans les camionnettes avec d'indépendants où se trouvent toutes des petites machines manuelles. Voilà, et donc ça constitue une perte énorme pour l'indépendant. Maintenant, si il est remboursé au niveau de l'assurance, tant mieux. S'il n'est pas remboursé au niveau de l'assurance, bon, ça constitue, je veux dire, un grave problème pour l'indépendant qui n'a plus de machine pour aller travailler. Hein. Voilà, et peut-être qu'il a des rendez-vous, il doit annuler certains rendez-vous parce qu'il n'a pas de machine. En attendant, il doit aller en acheter, le temps qu'il aille en acheter, le temps qu'il reconstitue son stock de machines. Mais ça arrive souvent. Faut pas croire que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ici, je suis en économie, mais ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Les vols, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, partout, partout. Aussi bien entre les ouvriers peuvent voler, entre indépendants ils peuvent se voler. Bon, il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi, bien qu'il y ait le droit des sociétés, il y a aussi une espèce d'économie, on va dire, parallèle. Voilà, il y a l'économie, on va dire, réelle et l'économie parallèle. Et l'économie parallèle, il y a des vols, il y a tout ce qui sort. Il y a quelque chose, tout ce qui est néfaste se passe. Hein. Voilà, la fraude, le vol, etc. Il y a toutes choses qui se passent. L'économie, voilà, certains respectent certains points de vue, mais d'un autre côté, bon, il y a des coups bas, etc., etc. Parce que c'est comme une espèce de guerre hein, aussi. Hein. Chacun veut sa survie. Chacun veut sa survie. Il pense qu'à son entreprise, pour que son entreprise fonctionne, voilà, indépendamment, je veux dire, des autres. Hein. Lui, pour une entreprise, un entrepreneur, pour lui, c'est son entreprise d'abord et les autres après. Donc c'est comme une guerre. Hein. Voilà, on s'écrase l'un l'autre pour essayer d'être voilà, pour rester au-dessus de l'eau. Donc voilà, pour ne pas se noyer, ben, chacun se bat pour rester au-dessus de l'eau. Donc il peut y avoir toutes sortes de coups bas dans les entreprises, toutes sortes de coups bas, toutes sortes de voilà, quand je dis coups bas, ben, c'est des fraudes, des mensonges, des vols, etc. Voilà, ça fait partie aussi du jeu, du rôle, voilà, de l'économie. Hein. Parce que tout se passe pas dans les règles de l'art comme on apprend dans les écoles. Voilà, on fait des bonnes petites théories, mais ça se passe pas comme ça. Quand vous avez passé, je veux dire, voilà, il y a des licenciements abusifs, il y a des fraudes, comme je l'ai dit, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a des bagarres aussi au sein des sociétés. Donc, c'est pour ça que, voilà, il y a aussi de la haine, de la jalousie au sein des sociétés. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. N'allez pas croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil au sein d'une entreprise. C'est un petit peu comme un microcosme ou un chez-soi. C'est-à-dire, quand une fois que les portes sont fermées, on ne sait pas ce qui se passe chez soi. Enfin, chez les autres.
Une personne, quand elle rentre chez elle, on ne sait pas ce qui se passe chez elle une fois qu'elle a fermé la porte. Ben, ça se pourrait, elle a un bon visage en extérieur, mais en intérieur, peut-être il y a voilà, toujours des disputes au sein du couple. Eh bien, ici, une société, c'est la même chose. Ouais, il y a le visage extérieur de la société, on voit le parking, on voit la belle devanture de la société, mais rien laisse présager ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être voilà, de la jalousie, de la haine, des bagarres, des conflits, des disputes. Voilà, il y a peut-être même des fraudes, des vols, des choses, veux dire, voilà, qui sont en dehors du cadre de la législation qui s'y passe en intérieur. Alors que la devanture laisse transparaître une société qui est cool, qui est voilà de bel augure en regardant, je veux dire, juste la devanture. Alors, donc, je disais que le coût de main-d'œuvre, voilà, les charges sociales, ben, il faut compter quand même, bien sûr, les heures passées, relevées, bien sûr, sur si on travaille bien sur des bons, ce sont des bons de travail, hein, voilà. Donc, vous avez des bons de travail, tout doit être, on va dire, retranscriptif sur ces bons de travail. Alors, bien sûr, il y a des heures passées. Alors, les heures, on les compte au niveau horaire. Hein. C'est des heures, des heures horaires. C'est à l'heure. On comptabilise. Les heures passées relevées sur les bons sont des heures horaires. Voilà. Et maintenant, ben, il faut bien sûr multiplier par le nombre d'heures prestées par on va dire, l'ouvrier, ou voir l'employé, ou voir voilà, qui est derrière, voir le cadre. Voilà, le cadre, ça se fait par des commissions paritaires pour voilà, pour les salaires. Donc, vous voyez qu'il faut payer un salaire à l'employé, à l'ouvrier, et à toute personne qui va travailler au sein de l'entreprise. Qu'elle soit intérieure ou interne à l'entreprise, voire externe à l'entreprise. Donc il y a toujours un coût de main d'œuvre qui va intervenir, et bien sûr ne pas oublier les charges sociales, parce que ici je parle dans le cadre voilà, d'une société qui respecte les règles du jeu, c'est-à-dire les lois sociales. Donc elle est tenue aux droits des sociétés. Le droit des sociétés, il y en a beaucoup. Il y a le droit des impôts, le droit fiscal, le droit des sociétés, voilà, le droit social, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de droits au sein d'une entreprise que l'entreprise doit respecter. Elle est tenue à respecter tous les droits que la législation établit et qu'elle doit s'y conférer. S'y tenir, on va dire s'y tenir. Et donc, là, je me place dans un contexte où, bien sûr, il y a la main-d'œuvre et les charges sociales. Et donc, dans les bons, ben, je veux dire, on va écrire les heures passées relevées sur les bons, bien sûr, en multipliant par le nombre d'heures passées par l'ouvrier ou l'employé. Et bien sûr, on écrira toutes ces données dans un bon de travail. Et donc, on sait bien que l'ouvrier aura un salaire horaire qui lui convient. Voilà. Bien sûr, il aura aussi en plus des primes. Hein, il aura différentes primes. Et bien sûr, il faudra payer bien sûr les charges sociales, l'ONSS. Sachez aussi que l'entreprise sera tenue à une imposition aussi, je veux dire, qu'il devra payer en plus. Donc il y a tout ça qu'il doit payer. Donc il doit payer les salaires, les primes, voilà, les charges sociales, comme l'ONSS. Alors l'ONSS, c'est l'Office national de la sécurité sociale. Alors l'Office, si on dit ONP, c'est l'Office national des pensions. ONSS, c'est Office national de la sécurité sociale. ONP, Office national des pensions. On va dire l'ONEM, Office national de l'emploi, et ainsi de suite. Bon, chaque fois que vous avez ON, c'est Office national. ON, Office national. Bon, il y a beaucoup d'offices, il y a beaucoup d'officines
national, bon, qui s'occupe, voilà, de chacun à ses responsabilités et ses tâches en fonction des domaines, l'emploi, voir les pensions, voir l'Office national des vacances annuelles au NVA, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut avoir toutes sortes d'officines, voilà, l'ONE, ONE, qui est l'Office national de l'enfance, et ainsi de suite. Voilà, en fonction du domaine, vous avez différents officines. Bon. Donc, ici, quand vous faites les calculs de salaire horaire, il ne suffit pas de dire que, bon, l'ouvrier il va venir, il va vous dire, ouais, moi j'ai fait 5 heures, et le patron va vous dire, ouais, t'en as fait que 3. Là, on est parti sur une discussion ad vitam aeternam, bon, chacun va défendre son point de vue, et on ne sait pas qui est de droit. En fait, pour éviter ce cas de figure, ben, les relevés doivent être le plus précis possible, hein. C'est-à-dire au travers de contrôles, euh, on va dire des contrôles draconiens. Des contrôles draconiens. C'est-à-dire, s'il a fait 1 h et 20 minutes, ben, il faut comptabiliser ces 20 minutes. Et pas dire, oui, tu as fait 1 heure, discuter. Alors l'autre, il va se dire, ouais, mais j'ai fait 20 minutes en plus. Non, 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 tu n'as pas fait 20 minutes, tu as 1 heure. Alors c'est pour ça que il faut mesurer le temps de manière scientifique. Le temps doit être mesuré de manière scientifique. Alors, pour être le plus précis possible, ben, il faudra bien sûr utiliser soit des pendules ou on peut aussi utiliser ce qu'on appelle euh, euh, des pointeuses. Voilà, c'est des horloges de pointage. On vient avec une carte de pointage. Bon, pour autant qu'il y en a un qui ne pointe pas à la place d'un autre, parce que ça arrive souvent, c'est ce qu'on appelle de la fraude aussi. Il est interdit, de toute façon on met des caméras devant les pointeuses, normalement, il est interdit de pointer pour quelqu'un d'autre. S'il y en a un qui n'est pas encore venu au travail, qu'il y en a un qui vient pointer pour qu'il soit à l'heure alors que l'autre n'est pas encore arrivé, ça ne se fait pas, parce que si l'autre il a un accident sur la route, ben, on verra qu'il est dans l'entreprise qu'il a pointé alors qu'il a eu un accident, il est bloqué sur la route sur un accident. Et là, ça peut-être, je veux dire, le gars qui a pointé à la place de l'autre, ben, peut-être avoir de grosses surprises au niveau de, voilà, de sa place, hein. Il peut risquer sa place parce que c'est interdit. C'est interdit. Parce que on peut se dire que sur une fraude, il l'a fait une fois, mais on peut se dire que sur une fraude, il l'a fait plusieurs fois. Donc, éviter de frauder, c'est éviter d'être pris je veux dire, d'être pris euh, et d'accuser que ça a été fraudé, quoi. Enfin que la personne a fraudé beaucoup de fois. Alors peut-être qu'elle a fraudé une fois. On va se dire, bon, elle dit la vérité, euh, elle dit qu'elle a fraudé qu'une fois. Bon, c'est peut-être possible, mais ça, on ne sera jamais vérifié, sauf s'il y a des caméras. Sauf s'il y a des caméras devant la pointeuse. Mais en général, bon, s'il y en a un qui se fait attraper à frauder une fois, on va se dire qu'il a fraudé plusieurs fois. Alors il a beau se défendre, ouais, c'est la première fois. Non, il ne fallait pas frauder à ce moment-là. Parce que qui dit il se fait attraper une fois, ben, on peut se dire qu'il a fait ça plusieurs fois. Voilà. C'est comme quelqu'un qui va frauder avec du rouge dans un véhicule, il va mettre du carburant, voilà, du mazout, de chauffage pour rouler avec sa voiture, c'est ce qu'on appelle du rouge. Voilà, il va se faire attraper une fois, mais on va se dire, ouais, c'est la première fois parce que bon, il va évoquer toutes sortes de mensonges. Mais en vérité, c'est pas la première fois qu'il l'a fait, il le fait tout le temps. Mais devant voilà, pour essayer de minimiser, je veux dire, sa faute, ben, il va vous dire que c'est sa première fois. Bon, bien sûr, pour se défendre, les gens veulent utiliser l'arme fatale, qui est le mensonge, hein. L'arme fatale qui est le mensonge. Voilà, donc ici, il faut minimiser les coûts de main-d'œuvre, les charges sociales, et donc on ne va pas discuter tout azimut sur un temps aléatoire, mais un temps scientifique. Il faut discuter sur un temps scientifique. Et pour ça, il faut mettre des machines qui vont mesurer, voilà, le temps effectué par les ouvriers ou les employés. Passer, bien sûr, sur ces deux travails. Alors, on peut avoir d'autres frères, hein, par exemple,
peut avoir, qui constituent aussi des coûts, les frais d'usine. Alors ça, c'est une liste bien sûr non exhaustive, hein. Je pourrais en mettre beaucoup plus. Mais voilà, le prix de revient va tourner beaucoup autour de ça. Parce que la main d'œuvre, on en a toujours besoin. Voilà, le coût des services extérieurs, on en a toujours besoin. Le coût des fournitures, on a besoin. Le coût des matières premières, on a besoin. Voilà, le coût des machines, on a besoin. Donc, je mets la panoplie. Bon, des coûts, normalement, il faudrait être très exhaustif pour savoir le moindre coût. Maintenant, comparativement, si un coût qui coûte 2 euros, comparativement à des coûts qui coûtent 20 000 euros, ben, le 2 euros, c'est vrai qu'on peut les laisser tomber, mais on va pas calculer sur des frais qui coûtent 2 euros et mettre une rubrique de frais qui coûtent 2 euros sur voilà, des coûts qui sont immenses dans l'entreprise. Hein, si l'entreprise tourne avec des 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, voire des 100 000, 300 000 euros, bon, des coûts de 3 euros, on ne va pas les prendre en compte dans des rubriques. Donc ici, je prends la rubrique frais d'usine. Ben, ce sont les frais que, on va dire, que chaque commande exige lors de l'achat. Hein, bien sûr, si ça constitue une usine, ben, ce sont les frais de l'usine. Les frais de l'usine. Donc les frais que chaque commande exige de l'usine. Les frais d'usine. Alors les commandes, on en a énormément parce que une entreprise fonctionne sur base de flux d'entrée-sortie. Donc l'entreprise reçoit des factures à payer, mais elle reçoit aussi, elle a des commandes. Alors les factures, elle est obligée de les payer. Les factures de ses fournisseurs, elle paye les fournisseurs en les payant, donc c'est des flux de sortie, mais elle peut avoir des commandes, et justement ces commandes, il faut des commandes clients, et donc ces commandes clients, il faut essayer d'être je sais pas, je trouve pas le mot, mais enfin bref, ces commandes, il faut essayer de les je trouve pas le mot, enfin bref, ces commandes, il faut les assouvir le besoin des clients, c'est ça que je veux dire. Voilà, satisfaire les clients. Il faut les satisfaire. Je trouvais pas le mot. Voilà, je trouvais pas le mot. Donc les commandes, il faut satisfaire les clients. C'est-à-dire que si vous perdez, si vous ne satisfaisez pas les clients, ben vous perdez vos clients. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc un client, justement, si il va passer commande, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit content, voilà, de vos services. C'est une satisfaction du client. Voilà. Alors, il y a aussi, concernant les frais qui sont toujours des coûts, hein, ben, j'appelle ça ici frais. Ben, les frais qu'on engage pour la réalisation d'une pièce, notamment une pièce spéciale. Voilà, c'est bon, il y a des frais comme ça. On peut mettre une rubrique comme ça. Voilà. Frais de pièces spéciales, voire de pièces particulières. Voilà, on fait une pièce particulière, ben, ça va engendrer voilà, des coûts. Donc on peut mettre dans une rubrique comme ça, et ça va intervenir aussi dans le prix de revient. Voilà, tout ça, tous ces coûts-là interviennent dans le prix de revient. Donc encore une fois, parfois on n'a pas le choix, mais la manœuvre, c'est de minimiser. L'optimisation ici, c'est une minimisation. Hein. Vous voulez un prix de revient ici qui est minimal,
L'optimisation, c'est une minimalisation. Alors, pour minimaliser le prix de revient, il faut minimaliser tous ces coûts et tous ces frais. Les frais d'usine, il faut les réduire. S'il y a des pièces spéciales, des pièces particulières, il faut minimiser ces frais. Donc là, il faut toujours rechercher le minimum. C'est une optimisation à minima. Une optimisation à minima. Alors bien sûr, là, on a les frais d'usine. Voilà, j'ai splitté, j'ai catégorisé. Voilà, on pourrait faire une base de données, comme je vous l'ai dit, avec tous ces frais, voilà, tous ces coûts, et mettre toutes des tables spécifiques, hein, coût des matières premières, une table coût des matières premières, une table coût des fournitures, une table coût des services extérieurs, bien sûr, daté, voilà, chaque fois que vous allez rentrer des coûts, voilà, vous allez mettre le nom de la personne, enfin le nom du client, voilà, nom des matières premières, voilà, vous allez mettre le fournisseur, les dates commandées, et ainsi de suite. Bien sûr, vous créez des champs dans les tables. Créer des champs dans les tables. Alors, je pourrais mettre un dernier frais. Bon, je pourrais splitter en beaucoup plus de frais. Ici, j'ai dit au départ que j'allais pas être, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, j'allais pas aller dans les détails. Hein, donc, je me suffis d'une dernière rubrique, alors que je pourrais mettre pas mal de rubriques. Hein, une des dernières rubriques que je pourrais envisager, alors qu'il y en a beaucoup, hein, c'est quelqu'un qui vit dans une entreprise peut élaborer toute une panoplie de voilà de élaborer tout un ensemble voilà de coûts, de coûts, de rubriques de coûts, Ça, c'est quand on travaille au sein d'une entreprise. Alors, une entreprise n'est pas l'autre. Une entreprise n'est pas l'autre. Bon, les coûts de certains, il y aura des coûts qui vont qui vont être les mêmes d'une entreprise à une autre, mais il y a des coûts qui vont être différents. Certaines entreprises n'auront pas les coûts de d'autres. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes entreprises. Mais par contre, il y a beaucoup de coûts qui vont. Par exemple, si je pense au coût des matières premières, la plupart des usines ont des matières premières. Et elles fonctionnent sur base des matières premières. Donc, cette rubrique-là, elle est pour quasiment pour toutes les usines. Hein. Les coûts des fournitures, c'est la même chose, tout le monde aura ça. Le coût des services extérieurs, tout le monde aura ça, tout le monde fait appel à des services extérieurs. Tout le monde n'a pas. Avant, il y avait beaucoup de services, attention qu'extérieur, je me suis trompé. Il manque un R, mais enfin bref, ça c'est un détail. Avant, il y avait beaucoup de sociétés qui avaient beaucoup de services internes, mais ça a un coût. Donc après, pour minimiser les coûts, ils faisaient appel à des services extérieurs. Il manque un R ici. Hein. Bon, enfin bref, extérieur. Alors ça, on retrouve dans beaucoup d'usines, cette rubrique-là, le coût des services internes. Mais ça aussi, on trouve dans beaucoup d'entreprises. Mais parfois, il y a des choses des rubriques qui pourront être créées dans certaines usines et pas dans d'autres parce que voilà, ils ont pas les mêmes rubriques de frais. Et comme je l'ai dit ici, j'ai dit qu'au départ, j'allais pas être exhaustif. Donc je vais pas aller dans les détails. Donc ici, je vais me cantonner à un dernier poste. Voilà, on peut appeler ça, en économie, on peut appeler ça des rubriques ou des postes. Des rubriques, voire des postes. Alors, dans quel sens rubrique? Ce sont des rubriques de coûts. Il faudrait, bon, pour un bon économiste, un bon gestionnaire, je dirais plutôt un bon gestionnaire, poste des coûts, voilà, pour un bon gestionnaire, c'est justement d'élaborer tous ces postes, mettre au niveau exhaustif tous les postes qui pourraient créer un coût. Et donc de les distinguer, de les distinguer pour qu'ils soient tous discernables et savoir
euh, quel est le moindre coût qui peut apparaître au sein d'une entreprise? Alors on pourra avoir des frais d'usage. Frais d'usage, voilà. Euh, Par exemple, pour avoir des coûts d'électricité, on pourrait splitter au coût d'électricité, coût de l'eau, coût de, etc. Splitter vraiment à, à, à la base, à sa plus grande base. Alors maintenant, coût des matières premières, s'il y a 5 matières premières, on pourrait splitter pour chacune des matières premières. Voilà. Donc en fait, euh, ici j'ai fait des grosses rubriques, mais je pourrais splitter en rubriques beaucoup plus basiques. Beaucoup plus basiques. Et c'est ce qui se passe dans les entreprises. Ils splitent voilà, en rubriques, en postes beaucoup plus basiques. Et alors ils se retrouvent avec voilà, des centaines de postes euh, coûteux, coûteux qui vont intervenir dans le prix de revient. Alors, si tout ça est minimisé, ben, le prix de revient est minimisé. Donc c'est une optimisation par voie minimale. Alors je mettrai un dernier poste, bon, pour le fun. Ici, je mettrai par exemple les, euh, les frais généraux. Tout le monde a des frais généraux, voilà. Alors on peut avoir des rubriques, comme je l'ai dit, spécialisées. Enfin, des rubriques, on va dire, basiques. Par exemple, le poste, comme je l'ai dit, de l'eau, de l'électricité, voilà, du gaz, et ainsi de suite, d'autres ressources. Mais on peut avoir des postes qui sont de type généraux. Et c'est pour ça que, par exemple, ici, je peux considérer, moi, par exemple, les frais généraux. Par exemple, on n'est pas obligé de faire ça, mais bon, on peut splitter en plus petit. Alors, par exemple, les frais généraux, mais c'est par exemple l'allocation des locaux, l'intérêt du capital machine, euh, euh, les frais du personnel, mais cadres, les cadres. Hein. Ici, je pourrais mettre dans les frais généraux les frais du personnel tels que les cadres. Je pourrais mettre justement dans les frais généraux l'eau, le gaz, l'électricité. Voilà, je pourrais mettre le fuel, les coûts de manutention, etc., etc. Mais maintenant, comme je dis, on peut splitter. Ici, j'ai mis dans frais généraux toute une panoplie de frais. Mais en fait, tous ces frais généraux peuvent être splittés à sa base. Donc, mettre un poste fuel, mettre un poste électricité, et c'est mieux que de mettre plutôt frais généraux. Plus vous avez une vue sur vos frais, et plus vous splittez, plus c'est plus, je veux dire, ça saute plus aux yeux quand il y a voilà, un poste qui a coûté plus un mois par rapport à un autre. Par exemple, si on va se dire, bon, le mois de juin et le mois de mai et juin, on regarde le poste électricité. Voilà. Poste électricité en mai et en juin. Il a coûté autant. Voilà. Et lui, il a coûté autant en juin. Eh bien, on sait faire. Le fait d'avoir un poste uniquement basique qui répertorie uniquement l'électricité, ben on peut se dire, bon, l'augmentation d'électricité ou la diminution d'électricité était conséquente, voire. Alors, on peut réduire ces coûts-là. Alors, comment ça se fait qu'il y a eu plus d'électricité? Est-ce que là. Et on peut se poser toutes les questions, faire des analyses et se poser des questions. Est-ce qu'il y a plus de machines qui ont tourné en mai comparativement en juin? C'est peut-être pour ça qu'on a plus d'électricité. Ou il y a eu voilà, des choses qui se sont mal passées. On a laissé des machines ouvertes alors qu'elles ne tournaient pas, enfin, alors qu'il n'y avait pas d'action des machines. On a laissé l'électricité ouverte sur des machines alors que bon, on n'était pas opératif. Donc il y a eu une mauvaise gestion voilà, au niveau de l'électricité. Il y a eu un laisser-aller. On a laissé les lampes allumées en usine alors que bon, certaines personnes sont. Il y avait personne dans la société, on a laissé les lampes allumées pendant voilà, 15 jours. Et ainsi de suite. Et on va aller voir tous les postes qui posent problème. Et donc essayer de faire en sorte de dire aux gens, de les. Comment on appelle ça? On va les dissuader que ça n'arrive plus, ces pertes. Donc il faut gérer les affaires en bon père de famille. C'est-à-dire que, bon, quand vous sortez de chez vous, vous éteignez la lumière. Eh bien, quand on sort de l'usine, quand il n'y a plus personne, on ferme la lumière.
quand on passe dans un couloir, voilà, maintenant vous allez me dire, il y a des capteurs qui peuvent faire tout ça. Des capteurs, voilà, euh, euh, des capteurs de passage, voilà, qui permettent d'allumer ou d'éteindre. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, je prends ce cas de figure pour dire que tout doit être géré en bon père de famille. Voilà, il y en a qui ouvrent le chauffage alors qu'il ne fait pas froid. Voilà, et ainsi de suite. Et donc, c'est là que vienne intervenir la gestion de tout le monde au sein de l'entreprise. Dans une entreprise, c'est tout le monde qui doit concourir à ce que on ait une bonne marche. C'est une bonne marche, c'est-à-dire avec une bonne gestion, voilà, de l'utilisation, voilà, de l'entreprise. On utilise l'entreprise. On allume les lampes, c'est utiliser l'entreprise. On met le chauffage, c'est utiliser l'entreprise. Et ainsi de suite. On fait tourner des machines. Les machines doivent travailler, c'est pas pour les allumer, les laisser allumer. Et voilà, il n'y a pas de pièce qui est sur l'établi pour faire un travail. Donc il faut fermer les machines. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que on demandera au personnel de réagir en bon, en bon père de famille. En bon père de famille. C'est-à-dire être être conscient que si l'entreprise fonctionne bien, ben, il y aura toujours de l'emploi pour le personnel. Si l'entreprise est mal gérée, ben, ça aura des conséquences sur le personnel parce que si elle tombe en faillite à cause de tous ces coûts qui prennent des allures très importantes et donc le prix de revient augmente et donc concurrentiellement euh, le, le produit ne sera plus vendu correctement parce que le prix de revient a augmenté, alors la concurrence, il y a des prix de revient moins chers, eh bien, je veux dire, l'entreprise fera face à une baisse de clientèle, voire une perte de clientèle sèche. Et ce qui va se passer, ben, je veux dire, s'il y a une perte de clientèle sèche, il y a des pertes de revenus au sein de l'entreprise. S'il y a perte de revenus au sein de l'entreprise, eh bien, il y a risque de faillite. Et s'il y a risque de faillite, ben, c'est le personnel qui sera mis dehors. Donc le premier à être touché, c'est le personnel. C'est le personnel qui va être mis dehors. Donc c'est pour ça que le personnel, il doit être responsable, voilà, de la gestion de ces, voilà, des ressources qu'il utilise. Donc on évitera donc pour ça on évitera la l'usage de ressources. euh, il faudra un usage de ressources à bon escient. Donc éviter de faire de l'usage de ressources du gaspillage. Donc on va éviter le gaspillage. On évitera le gaspillage. Maintenant, celui qui commande des matières premières, il doit le faire de manière mathématique. Hein. C'est-à-dire, bon, il sait qu'est-ce qui doit être produit comme pièce dans les 3 4 mois, voire 6 mois, voire à la fin du mois, voire dans 15 jours. Donc il doit avoir une certaine forme de prévisibilité de la demande. Et par rapport à ça, il pourra commander mathématiquement la matière première qui sied à l'entreprise, dont l'entreprise aura usage. Maintenant, il ne suffit pas de commander 10 tonnes alors qu'on a besoin d'une tonne. Parce que je rappelle que ça, c'est une mauvaise gestion aussi. Parce que il faut gérer les stocks. Les stocks, c'est un coût. Voilà, c'est un coût. Le stock, c'est un coût à tous les niveaux. Hein. Donc, je m'excuse. Je disais, le stock, c'est un coût. Ne pas savoir gérer un stock, c'est ramener aussi des coûts supplémentaires sur une durée, une période. Alors l'économie, c'est aussi, là, c'est du bon sens sur des périodes. Hein. Sur 3 mois, sur 6 mois. Parce que c'est vrai que si vous commentez 20 tonnes, que vous avez besoin d'une tonne, les 20 tonnes, comme l'usine elle fait toujours la même chose, vous aurez compris que les 20 tonnes, vous allez finir par l'utiliser. Mais le problème, ça va coûter énormément d'argent. Cet argent-là, vous avez besoin. Donc vous voyez, c'est ici, vous avez par exemple fonctionné sur 6 mois. Sur 6 mois, vous n'avez pas commandé 20 tonnes. Si vous avez besoin de 2 tonnes
vous commanderez 2 tonnes. Alors que 20 tonnes, c'est vrai que ça partira, mais vous aurez payé 20 tonnes, mais ça coûte cher, hein, 20 tonnes. Voilà, le problème il est là. Donc il faut gérer ses ressources. Quand je dis gérer ses ressources, c'est toutes les ressources. Aussi bien les ressources pécuniaires que les ressources morales, les ressources psychologiques de l'entreprise, les ressources à tous les niveaux. Les ressources sont, au sein d'une usine, elles sont énormes. Il y a d'énormes ressources. Donc, il faut gérer au mieux les ressources pour minimiser tous les coûts inhérents, voilà, à la production du produit. Alors, une usine, qu'est-ce que c'est? Une usine peut être décomposée en ateliers. Alors, ceci, c'est une usine. Vous avez le premier atelier là, un second atelier, voilà, un troisième atelier, un quatrième atelier. Il peut se diviser en ateliers. Alors ici, on peut avoir le magasin. Peut-être ici, on peut avoir les bureaux. Et ainsi de suite. Les bureaux, magasin, atelier 1, atelier 2, atelier 3, atelier 4, pour avoir ici une zone de stockage. Ici, vous pouvez avoir une station, une sous-station électrique. Donc une sous-station. On va mettre une station, la basse tension, on va mettre de la basse tension ici. Une station basse tension qui va fournir l'énergie électrique. Bon, on peut avoir des cuves, etc. Bon, on peut mettre des cuves. Ici, des cuves. Pas forcément au même endroit, on peut mettre les cuves là-bas, dans une zone moins dangereuse, un petit peu retirée. Vous allez mettre une cuve de produits chimiques. Cuve de gaz, et ainsi de suite, bon, dans une zone retirée. Bon, peut-être même par là, vous achetez un terrain un peu plus éloigné. Vous mettez voilà, vous organisez vos produits chimiques, le gaz à différents endroits qui sont éloignés, voilà, des ateliers, des bureaux. Voilà, n'allez pas mettre le gaz ici, hein. C'est vrai que j'ai mis le gaz là. Alors bien sûr, après, vous pouvez avoir un parking. Peut-être voire même un jardin et une route pour arriver à l'entreprise. Donc vous voyez que une entreprise peut se splitter comme ça, avec des ateliers. Et donc, bien sûr, le tout, c'est, bien sûr, là, vous pouvez avoir une entrée ici pour les réservoirs. Voilà, et le gaz, vous pouvez mettre ailleurs. Donc, vous voyez que ça nécessite d'avoir du terrain. Ça nécessite d'avoir du terrain pour mettre tout ça. Alors, je pourrais imaginer d'autres choses, hein. Bon, le tout, c'est... voilà. Alors, la zone de stockage, peut-être que je l'ai mal mise.
Voilà, parce que j'aurais dû le mettre en bas. Voilà. Ça, je peux mettre une zone de stockage ici. On va mettre ici. De telle manière à ce que la basse tension, la sous-station, je pourrais la mettre ici. Voilà, et donc on aura un environnement comme ça où les coûts, il faudra aller voir dans tous les postes, toutes les rubriques et les postes où il y a des coûts inhérents, je veux dire, au bon fonctionnement de l'entreprise et minimiser tous ces coûts. Et maintenant, comme je l'ai dit, qui peut minimiser ça? Ben, ce sont les gestionnaires, ce sont tous les opérateurs et ainsi de suite. Les opérateurs, parce que s'il faut commander du stock, ben, là, il faut bien commander. Il faut commander le coût des matières premières, ben, il faut bien les commander. Comme je dis, on ne va pas commander. Il faut commander à bon escient, mathématiquement. Alors, l'électricité qui va être fournie ici, ça doit être aussi, on doit avoir un œil dessus. Comment ça se fait que tellement on a dépensé plus qu'un autre mois? Si l'entreprise a plus tourné, c'est normal, mais si elle a moins tourné, c'est pas normal voilà. Alors, bien sûr, il y a l'eau, l'arrivée des eaux, etc. L'évacuation des eaux, l'évacuation des déchets, et ainsi de suite. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je peux mettre toutes des zones, voilà, spécifiques à l'entreprise. Voilà. Alors, au niveau magasin, il y a de l'outillage, hein. Le magasin peut avoir de l'outillage, il peut avoir un stock. Un stock non pas de matières premières, mais un stock de pièces détachées, plus des outils. Alors dans les ateliers, bien sûr, on rencontre les machines, hein. On rencontre les hommes et les machines. Dans tous ces ateliers, chacun est spécifique à un processus de fabrication, hein, c'est un processus de production. Et donc là, toute la partie administrative voilà, serait gérée à partir des bureaux. Gestion des salaires, euh, gestion des factures d'entrée, de sortie, etc., etc. Les réunions, les réunions, voilà, au sein de l'entreprise pourraient être faites dans un des bureaux, enfin dans un des locaux du bureau. Bien sûr, je n'ai pas été au détail, hein, parce que je peux mettre voilà, l'évacuation des eaux, l'arrivée des eaux, je peux mettre beaucoup de choses, hein. Voilà, le gaz, etc. etc. Ici, j'ai mes deux cuves qui possèdent des cuves de produits chimiques, par exemple. Voilà une cuve, voilà une seconde cuve. Voilà, bon, je peux élaborer tout ça, mais c'est pas le but ici, c'est pour voir juste le prix de revient. Que pour un prix de revient, il faut minimiser les coûts. Donc les facteurs influençant les prix de revient, ben, ce sont hein, les coûts internes, internes et externes à l'entreprise, hein, tout simplement. Ben, simplement, il faut mettre les bonnes rubriques et les bons postes inhérents aux différents coûts. Et bien sûr, ça se surveille, hein. Les coûts, ça se surveille, hein. Je vous remercie.